Rime Batal, poétesse à l'origine, qui a publié son premier recueil en 2015 et qui a ensuite publié 6 autres, puis un premier roman qui est sorti au début de cette année, Je me regarderai dans les yeux, aux éditions Bayard, et accompagnée au violoncelle de Lola Malik, qui est diplômée de musique classique et qui a déjà collaboré à de nombreux projets de musique contemporaine, de musique de chambre, et qui a déjà accompagné plusieurs écrivains au violoncelle, justement. Donc, on pourra en reparler plus en détail tout à l'heure pour découvrir les coulisses de cette collaboration. Il faut donc que vous sachiez que le duo que vous découvrez aujourd'hui s'est produit déjà à plusieurs reprises dans de prestigieux lieux, autrement plus prestigieux que Villetaneuse. Donc nous sommes honorés de vous accueillir et va continuer sa tournée, notamment à Lausanne, c'est bien ça? Donc, je vous invite à les écouter le plus attentivement possible. Et cette performance sera suivie d'un échange avec vous. Et je commencerai par poser quelques questions en lien notamment avec le texte dont vous allez tout de suite entendre des extraits. Merci et bienvenue. Qui fait que je méprise tant le rire et la zumba au bord de la piscine. C'est la deuxième plus grande d'Europe selon l'animateur en chef Pape Fier. Je suis à 2 doigts de cette joie facile. Il subsiste un barreau à dynamiter cependant pour que naissent enfin en moi les dieux du divertissement et de la joie facile, facile à vénérer sans modération. Je tire le rideau sur les souvenirs, mais le rideau est passoire. Par ses trous, le souvenir envoie ses enfants illuminer mes reniements, m'embrase. Le paradis n'est pas un lieu pour une vierge, si vierge il y a, car que cela veut dire enfin, puisqu'aucune peau n'existe et aucun sang. Il a fallu que je justifie un jour d'un mythe par un papier signé et sérieux que j'y appose mes empreintes, moi qui ne crois pas. La nuit m'a saisi ce jour-là, m'a nommé violence. Ce grain de beauté et le baiser qu'elle a laissé sur ma joue. J'ai dit adios à mon surmoi. Vous avez fermé à clé ? Ouvrez-moi. Maman. Nous ne fermions jamais à clé, ma sœur et moi. Un loquet était installé sur la porte, mais nous n'avions pas le droit de le mettre. La voix, étonnée de ma mère, était accompagnée par ce mouvement de la poignée qu'elle secouait vigoureusement. Comme nous avions nos cigarettes à la main, ce mouvement de poignée accompagné d'un grincement métallique, des coups que ma mère donnait en même temps dans la porte en bois, prit une ampleur hitchcockienne. Nos cœurs s'emballèrent. La panique était totale. Nous avions peur de la fureur de ma mère si elle découvrait qu'on fumait. On écrasa alors nos cigarettes avec précipitation et on les jeta par la fenêtre. Pour gagner du temps, je lançai sans conviction. « Attends, je suis en train de me changer. »« Depuis quand tu ne te changes plus devant moi ? Ouvre cette porte, » dit ma mère, et avec cet ordre, des mouvements plus vigoureux secouaient la poignée. Elle s'impatientait. Mon père était arrivé également. « Les filles, ça va ? Ouvrez tout de suite. » Nous étions en train de ventiler la chambre avec nos dragons secoués et de grands mouvements de bras inutiles et désespérés. Nous aspergions la chambre et nos habits de parfum et de déodorant tout à fait suspects.
Nos parents, derrière la porte, savaient sans doute déjà, devaient sentir déjà la cigarette. Nous étions cuites. J'y vais, j'ouvre. Pourquoi c'était fermé à clé? Vous faisiez quoi? Rien, on discutait, répondit ma sœur, le visage livide. Elle était une piètre menteuse parce qu'elle désirait toujours la vérité. Ça sent la cigarette ici, dit ma mère, qui triomphait d'avoir eu raison d'insister. C'est parce que la fenêtre est ouverte et je crois que le voisin fume en bas, lui répondis-je. Mon père, qui n'aime pas les confrontations, était prêt à accueillir ce mensonge. Ah oui, ça sent si fort que ça. Demain, j'irai lui dire de fumer ailleurs, dit-il quand ma mère, déjà à la fenêtre, revint avec un zippo jaune. Et le briquet, il est monté avec l'odeur aussi. Première claque. J'avais sans doute une tête à claque, moi qui étais si sage si l'on compare mes petites désobéissances avec les frasques d'adolescente de mon âge, d'adolescent de la famille. Deuxième claque, bien plus cinglante que toutes celles que j'ai eues de toute ma vie, et si la première semblait avoir échappé à ma mère, la deuxième claque lui procura une forme de jouissance, de victoire, de force. Ça dégénérait. Je ne supplie jamais, jamais de la vie, je ne demande jamais pardon. Troisième claque, je criais, ne pleurez pas. Je sentais ma mère de plus en plus féroce. Je sentais qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Je ne pleurais pas, ça lui ferait trop plaisir. Je n'ai jamais compris son acharnement à mon égard. Sans doute avait-elle décelé en moi très tôt quelque chose qui la terrifiait. Peut-être que je remue des traumas que j'ignore, des douleurs fossiles. Peut-être que son appréciation du bien, du mal et de l'amour était distordue, déformée par quelque tragédie originelle, je ne sais pas. Je n'y suis pour rien, de toute façon. Quatrième claque, celle-ci tenait plus du coup de poing que de la tarte. Je me protégeais le visage, elle me secouait par le bras, dit des choses que je n'entendais plus, que j'avais tellement l'habitude d'entendre que je ne les entendais plus. Pute, traînée, salope, laidron, bâtarde, traîtresse, tout ça. Et chacun de ces mots était accompagné par un coup de poing au visage, un coup de pied dans les côtes, dans le bide, la tête cognée contre le mur. Elle était si indignée par cette clope, cette malheureuse clope, que j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle où j'étais accusée d'avoir trahi la nation. Mon père, debout dans son pyjama bleu à rayures, ses jarentaises en laine étaient abasourdies, semblait avoir perdu tous ses moyens. Son front s'était recroquevillé en plis, son visage congestionné luisait. Les cheveux tirés, la tête, le dos, les bras, mon corps était violemment ballotté par ma mère à tel point que je ne distinguais plus à quel endroit atterrissaient les coups. Je ne sentais plus rien, à part de vagues brûlures partout sur ma peau, une douleur diffuse et de plus en plus profonde. Les yeux exorbités, l'aorte à deux doigts de péter, ma mère espérait des aveux qui lui donneraient encore plus raison, qui justifieraient le noble combat qu'elle croyait mener contre l'immoralité, se donner ainsi une raison de vivre, remettre son enfant sur le droit chemin. Pouvais-je être totalement moi-même au milieu de personnes qui étaient totalement elles-mêmes et faire famille? Est-ce que l'adhésion totale à la même ligne éthique, à la même religion, les mêmes désirs, était une condition de l'amour? Être différent nous rendait-il forcément étrangers, étrangères les uns les unes aux autres? Les murs de la chambre se refermaient sur moi, tandis que je digressais naïvement pour oublier la douleur.
Serge Tankian de System of a Down hurlait Toxicity dans mes oreilles, pendant que la mère d'Iman, entrée dans la chambre, s'adressait à sa fille. En suivant le mouvement de ses lèvres, j'imaginais les paroles de la chanson sortir de sa bouche. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our cities, You, what you want the world, what you want this other. Now, somewhere between the secret silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder. Cela me permit de m'évader un instant dans un monde où cette femme, toujours affublée d'un fichu négligemment posé sur la tête, le chapelet chevillé au poignet, chanterait avec le timbre guttural et caverneux de mon chanteur préféré. J'aurais tant aimé dormir. Je me souviens parfaitement du sommeil qui m'avait envahi soudain. Mon corps était engourdi par l'épuisement, une envie de dormir, et de me réveiller des années plus tard ou dans un autre espace-temps ou même ne pas me réveiller, pourquoi faire après tout? Tout m'était égal. Je voulais juste dormir et que cela cesse. Rentre chez toi, ma fille. Tu le vois bien, je suis coincée. Ta mère m'a fait peur. Elle jetait des cailloux sur ma porte et mes fenêtres et je ne pouvais même pas appeler la police. D'abord, par respect pour elle et par égard pour toi, mais aussi, qu'aurais-je dit à la police? Elle leur aurait expliqué que je retiens sa fille, que je la séquestre et je suis en tort, ma chérie. Je suis en tort face à la loi et face à la bienséance. C'est entre vous. C'est entre toi et ta mère. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais elle ne peut pas être énervée à ce point pour rien. C'est une femme élégante et tout à fait courtoise d'habitude. Tu as dû beaucoup l'énerver. Rentre chez toi et demande-lui pardon. Elle te pardonnera, j'en suis sûre. Baise sa tête, baise son front, baise ses pieds. Elle te pardonnera. J'en suis sûre.
C'est ta mère après tout. Elle ne veut que ton bien, crois-moi. Que ton bien. Je sortis sans savoir où aller, après avoir vérifié que ma mère avait bien libéré l'avenue. Plutôt crever de faim, de soif que de baiser les pieds de qui que ce soit, fussent-ils ceux de ma mère. Je m'en allais en pestant contre tout ce qui osait vivre et avoir de l'espoir. Le chauffeur de taxi était étonnamment mutique. Depuis la vitre de la voiture, je regardais Marrakech défiler avec une nostalgie anticipée, comme si j'étais sur le point de la quitter pour toujours. Ces murs ocre m'apparurent comme une peau satinée, renvoyée d'entre les palmiers comme un cadeau, une lumière amène pour les yeux à une heure aussi méridionale. La ville s'étendait comme un grand corps allongé dans une sieste douce. Les rues étaient quasiment vides. J'éprouvais une tendresse immense pour les quelques motocyclistes qui doublaient le taxi par la droite, chargés de matériel de menuiserie ou de maçonnerie sur les genoux, dans un numéro d'équilibriste du quotidien qu'on ne croise qu'à Marrakech. Les filles, à peine entrées dans l'adolescence, qui roulaient les cheveux à l'air sur des swings noirs, m'apparurent comme des Amazones chevauchant des pur sangs arabes. Des hommes, au visage concentré, la tête parfois surmontée d'un petit seau d'ablution noir pour remplacer le casque réglementaire au cas où un policier surgirait de derrière un oranger, conduisaient des Yamaha 3 avec femmes et enfants serrés à l'arrière. Des daronnes pédalaient sur des vélos fins comme des squelettes sur lesquels elles transportaient 1000 sacs de course et un enfant à l'arrière, les mains gantées pour qu'elles ne bronzent pas sous le soleil déjà brûlant d'avril. Mon cœur se serra fort lorsqu'on passa devant le First, salle de billard à la mode, enfumée par des ados bruyants où on avait passé des après-midi entières, ma sœur et moi, à montrer aux garçons qui étaient les boss. L'urgence d'ignorer la douleur physique
occasionnée par les coups, me plonge dans un état d'exaltation et d'étrangeté devant cette ville que je connaissais pourtant comme ma poche. Les orangers étaient en fleurs, et l'odeur de jasmin déplié et démultiplié par la chaleur pénétrait jusque dans mon carrosse beige. Le taxi, avec ses banquettes étripées par les kilos de fesses qu'elles avaient dû supporter pendant des années, ses poignets enrobés de graisse et de saleté me sembla charmant, douillet, et le soleil me parut exceptionnellement beau. J'étais prête à jurer qu'il s'agissait là d'un soleil exclusif à Marrakech, que le reste du monde était sans doute éclairé par un soleil fort beau, efficace, mais que Marrakech avait le sien propre, supérieur à tout autre astre, tellement sa lumière était d'une spectaculaire beauté. Peut-être étais-je, sans m'en douter, en train de quitter définitivement l'enfance, de lui faire mes adieux. Aller chez le gynéco et ne revenir à la maison que muni d'un certificat médical attestant de ma virginité. Comment ma tante avait-elle pu me répéter l'injonction de ma mère avec autant de froideur, sans la commenter, sans la mettre à distance? J'attendais qu'elle me dise, mais bon. Qu'elle m'explique qu'elle ne faisait que rapporter l'exigence maternelle, mais qu'elle s'y opposerait, tenterait de raisonner ma mère, m'aiderait à négocier mon sursis. Je tombais des nues lorsqu'elle me dit « Il y a un cabinet de gynécologie pas loin. Ils prennent sans rendez-vous. Tu n'aurais pas dû partir de chez toi, ma chérie. La nouvelle a fait le tour de la famille. Tout le monde en parle. Les amis de la famille, les voisins, tout le monde. Tes parents ne savaient pas où tu étais, alors ils ont appelé toutes tes copines, ils ont appelé L'Hajja, Tata Amira, tonton Daoud. Quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Ils doivent s'imaginer des choses terribles à l'heure qu'il est. Ça te collera à la peau à vie. Tu ne pourras pas t'en défaire même si tu fais tout le reste dans l'ordre, tout comme il faut. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Si tu ne fais pas ce certificat, tu seras à jamais raillée. Tu seras celle qui est sortie de la maison de son père en catastrophe, qui a désobéi publiquement. Tes parents seront moqués comme ceux qui n'ont pas su maîtriser leur fille. Une gamine de 17 ans qui leur échappe, c'est toute leur crédibilité qui est compromise à jamais. Ton père est l'aîné de notre famille. S'il ne peut pas gérer sa fille, il ne saura pas, c'est pas moi qui le dis, c'est l'opinion publique. Il ne saura pas non plus protéger sa famille.
Et toi, ma chérie, tu es l'aînée de ta petite famille. Ta petite sœur en pâtira au même titre que toi. Ça va jaser au niveau international. Toute la famille en France, en Suisse, en Espagne, en Italie est au courant déjà. Les ragots vont bon train et gonflent à la vitesse de la lumière. Le téléphone n'arrête pas de sonner, ma chérie. Tu te rends compte un peu de la honte qu'ils vont devoir essuyer pour toujours, à chaque réunion familiale? Tous les sous-entendus qu'on ne se privera pas de glisser en leur présence. Et puis, c'est pas grand-chose. On va chez le gynéco et en 5 minutes, c'est plié. Enfin, si tu n'as pas fait de bêtises, bien sûr. Mes pieds dans l'étrier, mes jambes tremblaient. Je me souviens de la musique de l'étrier qui cognait contre le mur. Des dents qui claquent de froid. Je regardais mon jean pendouillé sur une chaise. Je me sentais terriblement humiliée. Je n'avais pas eu le temps d'épiler mes jambes. Je ne savais pas encore qu'il fallait s'épiler la chatte aussi. Mes jambes avaient leurs poils noirs et doux. Et cela me rendait encore plus nue, plus vulnérable. Je ne connaissais pas mon vagin. Je ne m'étais jamais penchée sur mon architecture intime encore. J'étais aussi familière avec mon anatomie que je l'étais avec l'appareil génital mâle. Ma chatte m'était aussi inconnue que celle d'une autre. Et cette inconnue diplômée, la gynécologue, allait la visiter, mieux la connaître que moi. Sans le « vous permettez » d'usage, la docteure écarta mes lèvres et me mit 2 doigts. Je retins mon souffle et serrai les poings au fond des poches de mon sweatshirt. C'était la première fois qu'on me pénétrait.
Avec un pseudonyme, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir un petit copain, faire des bisous, des petites choses comme ça, mais sans en subir les conséquences. Si le garçon parle, parce que les garçons parlent, ma chérie, ils ne peuvent pas s'empêcher de se vanter devant les copains, me dit ma tante. S'ils parlent, on ne saura jamais qui est cette Zainab ou Leila ou Manel. Il pourra toujours dire « J'ai vu une fille l'autre jour, les gars. Elle était trop bonne. On s'est un peu galoché sur la corniche d'Ain Dieb, je vous raconte pas, c'était chaud. » Quand on lui demandera « Qui est cette fille ?», il répondra « Manel, brune, petite, de l'Hil Mohammadi. » Parce qu'il faut aussi camoufler le quartier où tu habites, ma chérie. Hel Mohammadi ou l'Oasis ou Mediouna, tu sors n'importe quoi, mais pas ton vrai quartier, pas ta vraie vie. Comme ça, ils ne t'auront jamais. Ses potes ne sauront jamais que c'était toi, ne parviendront jamais à te salir ou à salir ta famille. Quand tu rencontreras ton âme sœur, l'homme de ta vie, ton futur mari, il ne saura rien te reprocher. Ton gazier sera vierge pour lui et personne ne pourra vous séparer avec des insinuations qui sèmeraient le doute dans son esprit. « Ah, c'est ta fiancée ? Je la connais. Il y a Adil qui lui est passé dessus. Dalila de Ben Slimane, c'est ça ? Pas du tout, pourra lui répondre ton chéri. Les autres n'ont pas besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais. Ils ne le méritent pas. Ne donne pas tes perles au cochon. Ta vérité est un bien trop précieux pour être partagé avec tout le monde, me dit ma tante. Mais moi, je suis Batal, Rim Batal. Mon nom est à moi. Mon histoire m'appartient. Mon corps est à moi. C'est moi qui raconte. C'est moi qui écris. C'est moi qui décide. Tout devenait limpide. Les masques étaient tous tombés, leur vernis s'était écaillé. Ma colère cédait place à une forme de pitié abattue. De pitié pour des bourreaux qui sont autant victimes que leurs victimes. J'ai compris qu'un tabou pourrait être ainsi défini. Zone de flou moral qui bénéficie à une injustice. Et puis, j'ai juste fumé une clope, moi. Fébrile, ma mère m'ouvrit la porte. Elle m'enlaça de ses deux bras, je restai raide. « Tu ne m'embrasses pas ? C'est pas moi que tu attends, c'est ça. » Je lui tendis le petit papier, plié. Je n'avais pas osé le regarder. « Tiens, qu'on en finisse. » Ma mère le prend. Elle pousse des râles. Finalement, ma virginité, c'est la docteure Bensouda, la gynécologue, qui me l'a prise. Virginité littérale, métaphorique et politique. Elle a tout emporté ce jour-là. Elle m'a débarrassée.
La violence de ma mère est le résultat d'une violence plus grande qu'elle ignore avec application, qu'elle n'est pas prête à regarder en face de peur de s'écrouler, de couler à jamais. Ma mère est déformée par un monde maintenu dans l'injustice, par un patriarcat imbu de lui-même, un capitalisme égoïste et sourd qui nous mène vers un putain d'iceberg. D'autres femmes qu'elles s'en sortent parce qu'elles sont plus nanties, s'en sortent parce qu'elles écrasent, parce qu'elles la ferment ou parce que d'autres soucis leur sont épargnés pendant que d'autres soupirent et c'est tout, parce qu'elles n'ont pas la personnalité forte de ma mère, son feu qui jamais ne s'éteint. Ma mère est déformée parce qu'elle enrage de ce plafond de verre et de ces murs de verre contre lesquels elle s'est cognée toute sa vie. Je ne suis pas plus en dehors de cet aquarium qu'elle, mais moi, maintenant, j'ai perdu cette virginité du regard. J'ai les outils, j'ai un peu de savoir et de théorie, grâce à ma mère, grâce à sa ténacité. Je sais où nous sommes, je sais les mots aujourd'hui, les concepts. Les mots et les concepts sont mes armes et mon armure. On peut dire ce qu'on veut du féminisme, mais tous les jours, c'est ce qui me permet de me réveiller le matin, de croire qu'un jour, je serai traitée, moi, femme, comme un être humain. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je peux me défendre. On me la fera pas à l'envers. Je me suis rassemblée, poil par poil, petite parcelle de terre et de marée. J'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d'oiseaux en cage, de mobiles suspendus, de miroirs sans teint. Je danserais ma prison, je la posséderais autant qu'elle me possède, peindrais des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderais dans les yeux. Merci. Lola Malik. Et pour revenir à ce que nous venons d'entendre, vous avez donc sélectionné, merci beaucoup, des extraits de ce roman. Cela tisse une sorte de fil à travers cette narration. Je pense que
là, avec ce que vous venez d'entendre, vous avez compris tous les enjeux de ce qui fait ce roman à proprement parler. Mais pour reprendre un peu le contexte, vous l'avez compris, il s'agit d'un récit initiatique dont la narratrice s'appelle Rimbatal. C'est donc une autofiction. Et je dis autofiction parce que je vous ai entendu au micro de Marie Laborie dans les Midis de Culture qui vous parlait de ça et vous disiez que finalement, au moment où vous commenciez à écrire, eh bien, les personnages ont pris une certaine autonomie et que sans s'éloigner de ce que vous avez réellement vécu, c'est-à-dire il y a une dimension de témoignage dans ce récit, ben, néanmoins la littérature prend sa place et le récit en soi crée une forme de nouvelle réalité. Est-ce bien le cas? Est-ce que j'ai bien compris ce dont il retourne? Oui, en fait, les personnages prennent leur autonomie dans le sens où chacun d'entre eux veut raconter une partie d'une histoire, une des facettes. Il y en a par exemple qui justement mettent en avant le mensonge, en fait, le mensonge donc, qui permet à des personnes qui vivent dans un contexte contraignant ou dans une société où les injonctions sont un peu compliquées à porter, de négocier un peu de liberté, quoi, un peu de marge de manœuvre pour pouvoir vivre, aimer quand ce n'est pas tout à fait permis. Il y a des personnages qui représentent justement la dualité de justement notamment le personnage de la mère où c'est un personnage à la fois violent et qui est oppressant mais qui est protecteur aussi et qui est aussi fragile et qui a aussi des traumas et des névroses à gérer et comment ces traumatismes sont transmis d'une génération à une autre. Il y a des personnages comme celui du père, du petit copain qui sont là pour montrer comment les hommes s'effacent parfois dans ce genre de situation et délèguent l'exercice de cette violence intime quand il s'agit du corps des femmes. Dans ce contexte particulier de la sexualité vécue ou pas, ou soupçonnée en tout cas. Alors c'est intéressant d'évoquer justement ce personnage de la mère dont on s'aperçoit de la grande violence dès le début et que vous avez rapporté d'ailleurs sur un ton extrêmement doux. Quand on lit, on pourrait s'imaginer quelque chose, une scène beaucoup plus intense et vous avez pris le parti de la réciter avec beaucoup de calme, donc ça crée un contraste assez impressionnant. Si vous voulez commenter déjà. Parce que j'ai conscience que c'est un passage, un chapitre qui est assez dur. Et pendant des rencontres en librairie, par exemple, il y a des libraires qui m'ont dit qu'elles se sont senties un peu violentées par cette partie-là. Donc j'essayais un peu de la dire dans une forme de maîtrise. Je suis aussi là, en tout cas dans ce format, accompagnée par Lola, qui à un moment chante un peu pour rendre exactement pour Athéno, pour le rendre audible, parce que l'idée c'est qu'on puisse l'entendre sans parce qu'il faut, on reste sur une image, sur un récit de la violence. Il ne faut pas que ce soit une violence en soi que de lire un texte. Merci, oui, c'est très intéressant. Et ce personnage de la mère, ce qui est intéressant aussi, c'est que il n'est pas, vous venez de l'indiquer, en fait, il y a plein d'ambivalence, c'est-à-dire c'est un personnage qui est absolument détestable, odieux dès le début, donc il y a forcément une rébellion de la part de la fille, enfin je dis forcément, en tout cas là c'est un récit d'émancipation, et la protagoniste que vous êtes, mais raconte comment elle va essayer de s'affranchir. Alors elle subit cette violence-là parce qu'elle n'a pas le choix, elle se prête à l'examen, mais avec le temps, avec le recul, finalement elle considère, et on l'entend déjà dans les extraits que vous avez lus, elle considère sa mère à son tour comme une victime du patriarcat et de l'ignorance dans laquelle elle-même a été entretenue. C'est-à-dire que la méconnaissance de la sexualité qui touche la protagoniste est encore plus marquée pour la mère et même peut-être pour la tante, alors que la tante semblait elle-même plus libérée, plus progressiste.
Pour la tante, pour la mère, pour le père aussi, parce que j'évoque aussi comment s'est passée la nuit de noces, la première fois des parents, et on se rend compte à quel point ce sont des injonctions et des oppressions qu'on a en héritage au final, et que parfois, quand on n'a pas pris le temps de tout décortiquer, on ne peut pas avoir conscience de ce qu'on reproduit. Parce qu'il faut, parce que c'est important, ou parce que c'est un réflexe hérité et qu'on n'a pas du tout questionné. Je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Alors, on va revenir peut-être sur cette nuit de noces et plus généralement sur la manière dont, artistiquement, c'est une forme d'émancipation et de façon de retourner le stigmate. Cette nuit de noces de vos parents, vous l'avez représentée lors d'une exposition et Des parents de la narratrice. Les parents de la narratrice. C'est difficile, ces questions d'autofiction, d'autobiographie. C'est une vraie exposition, néanmoins, qui a eu lieu ou c'est... Oui. D'accord. Non, c'est tout. Et donc, parce que pour les personnes qui ne l'ont pas lu, en fait, la narratrice devient artiste et expose dans un musée. Et je vous dirai pas qu'est-ce qu'elle expose parce que c'est une petite revanche qu'elle se permet de prendre, mais c'est assez drôle. C'est drôle ou oui, pas? c'est drôle. Voilà. Non, mais c'est drôle. C'est plus que drôle. C'est saisissant. En tout cas, à titre de lectrice, j'ai trouvé ça saisissant. Je me suis dit, waouh, c'est audacieux même. Merci. Voilà. Et donc, moi, je trouvais ça très drôle. Mais en fait, et maintenant, je demande, c'est pour ça que je vous demande si c'est drôle ou pas, parce qu'au début, quand j'ai publié mon livre, je pensais que c'était un livre très drôle. Et que les gens vont vraiment rigoler en le lisant et tout. Sauf que les retours, c'était pas du tout ça. Tout le monde me disait, mais c'est violent, c'est dur, c'est émouvant. Mais personne ne me disait, bah, j'ai rigolé et tout. Alors que c'était le but aussi. Et donc maintenant, je vérifie. Mais c'est grinçant, c'est pas du comique léger, quoi, disons. Enfin, vous lirez, vous nous direz. Et je voulais en venir au fait que vous collaborez. Vous êtes artiste vous-même, comme la narratrice, et vous collaborez avec des artistes, dont Lola Malik, que nous n'avons pas encore entendu. Et ça, c'est vraiment... Bon, déjà, je vais parler au nom de l'Assemblée, alors que je ne les ai pas consultés, mais c'est une très belle mise en scène, mise en perspective de ce récit-là, avec une compréhension en plus par le jeu musical des temps forts, de l'intensité, tout en ouvrant vers un autre univers qui justement, ce serait peut-être un peu exotisant de faire quelque chose qui soit purement marocain, oriental. Donc ça ouvre autre chose. Et je voudrais savoir comment vous avez collaboré, comment vous avez pris contact. Vous aviez déjà travaillé, Lola Malik, avec d'autres écrivains. Comment ça s'est passé et aussi comment votre duo évolue au fil des représentations? On s'est rencontrés dans un château. Voilà, déjà ça pose la base. Avec Rim, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. On a commencé sur des textes poétiques. Et puis, et là, c'est, on va dire, la deuxième occasion, le deuxième projet qu'on porte toutes les deux. Dans ce texte en particulier, il y a quelque chose qui m'a tout de suite saisie et avec lequel ça résonne beaucoup en moi, c'est justement cette émancipation. Parce que pour moi, mon violoncelle, alors je ne parle pas avec des mots sur scène, je parle avec ma musique et avec des gestes. Et pour moi, c'est vraiment un moyen aussi... alors, en tant que femme, ou en tout cas en tant qu'être humain sur scène, de pouvoir exprimer plein de choses et de pouvoir aussi exprimer des choses difficiles avec aussi des fois, vous l'avez peut-être entendu, des moments assez brutaux. Des fois, je pense que le violoncelle, en tant qu'instrument classique, on se dit chouette, on va écouter une belle suite de Bach et puis on va bien se laisser emporter. Alors ça peut être ça et ça peut aussi être autre chose. Et c'est là où j'ai vu vraiment les correspondances aussi avec le texte de Rim, c'est qu'il y a toutes ces nuances et dans les compositions que j'écris au violoncelle, il y a vraiment toutes ces nuances-là et voilà, et c'est un plaisir de les faire entrer en résonance aussi avec la performance de Rim, parce qu'on peut être auteur, autrice, et après il y a aller sur scène, c'est vraiment un autre métier. Et avec Rim, on peut jouer beaucoup sur scène et c'est ça qui est très 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 chouette à faire et à refaire.
Merci. Et donc, quand vous refaites les mêmes passages ou vous les faites évoluer, comment ça... C'est une forme fixe ou bien qui connaît des variations ? Alors, ça, c'est une forme fixe. En fait, c'est exactement les mêmes extraits qu'on reprend à chaque fois depuis la sortie du livre. Mais chaque date est assez unique. On ne joue pas tout le temps de la même manière. Parfois, je me rends compte que, à titre personnel, je mets l'accent sur certains passages plus que d'autres, ou il y a des choses du texte qui se révèlent à moi différemment en fonction aussi du contexte, du lieu, de l'énergie qu'on reçoit aussi du public et des personnes qui nous entourent. Et je sens aussi à mes côtés Lola qui joue aussi différemment et qui explore des nuances différentes à différents endroits. C'est un peu compliqué à exprimer comme ça, mais c'est ce qui fait toute la magie du spectacle vivant et pourquoi c'est beau et c'est différent des formes figées que peuvent être une captation ou le cinéma ou des choses comme ça, parce que vraiment chaque moment est spécial et unique et je le ressens comme ça et je me sens assez chanceuse aussi d'avoir rencontré Lola Malik parce que c'est toujours un plaisir pour moi de l'entendre et de la regarder jouer au moment, parce que j'ai l'impression que au moment où parfois je me sens un peu m'essouffler sur une partie, je la regarde jouer et puis ça me redonne de l'énergie, un élan pour attaquer la suite. Et d'un point de vue musical, alors a priori c'est une forme fixe, donc je me suis fait des petites notes sur mon iPad, et puis en fait souvent je regarde, je dis quoi ? J'ai noté ça à ce moment-là, mais alors là, pas du tout. Et donc voilà, il y a souvent des petits switches aussi, parce que comme le dit Rim, vraiment chaque moment est unique et c'est difficile de savoir pourquoi. Il y a des fois, oui, il y a tel morceau qui résonne avec l'intonation, avec l'énergie du public. Des fois, ça résonne pas du tout, alors il faut switcher. Et c'est ça qui est chouette aussi dans cette forme-là, c'est qu'elle est fixe et en même temps, elle est assez libre pour pouvoir s'adapter au moment. Et des fois, l'archer de Lola survit et d'autres, il est tout effiloché à la fin. Ça dépend. Aujourd'hui, on était moyen. Limite. Tout d'abord, félicitations à toutes deux. C'était très beau et très saisissant, captivant, j'ai envie de dire même. Moi, j'avais une question pour vous, Lola Malik. Comment est-ce que vous avez choisi en fait d'interpréter ces représentations? Est-ce que vous avez composé, alors, à part évidemment pour System of a Down, en fait, comment comment vous avez choisi de transcrire ça en musique? Comment vous avez composé en fait cette représentation? Est-ce que vous avez essayé de traduire ou de donner votre interprétation du texte? Alors pour ce texte-là, c'est un petit peu 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui était déjà écrit. Et avec Rim, souvent, quand on travaille un texte, on s'envoie des choses. C'est-à-dire que Rim m'envoie des bouts de texte, ou le texte final, mais des petits bouts, des idées, des choses. Et moi, je lui envoie aussi ce que je suis en train de composer, ou des choses auxquelles je suis en train de réfléchir. Et puis voilà, on se fait des petits échanges comme ça. Et ça ne fixe rien. C'est juste pour se donner nos moods du moment, et en fait de manière assez conjointe, du coup ça se rejoint et intervient une deuxième phase, c'est-à-dire on va dire un petit peu la rencontre. On a déjà les ébauches de tout ça et après on les met en pratique, on les essaye toutes les deux, et là interviennent de nouvelles idées qui en fait ne peuvent pas se faire sans cette rencontre, sans qu'on soit toutes les deux dans une salle. Donc et là interviennent d'autres choses qui viennent plus sous forme d'improvisation. Donc il y a vraiment 50% écrite et 50% improvisée toutes les deux, mais qu'ensuite je réécris. Parce que autant il y a plein de projets avec lesquels l'improvisation peut avoir vraiment sa place, autant là, notamment sur un roman où les textes sont très denses. Sur de la poésie, ça peut être autre chose, mais là, le texte est dense et il faut qu'on l'entende de A à Z. Et donc, du coup, je pense que plus il y a de textes et plus la musique doit être ciselée pour que tout soit bien compréhensible. Voilà. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. Je partage l'émerveillement et le saisissement, je tiens à le dire. Quand on est au premier rang, on a le plaisir en plus de voir de près C'était vraiment parfait. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur l'importance de savoir aussi improviser, et donc de l'art vivant.
qui ne va pas fixer. Pour autant, je me demandais si vous aviez aussi songé quand même à faire un disque ou, en tout cas, à figer au moins une représentation pour pouvoir aussi le diffuser de cette manière-là. Aussi, pour vous, c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre d'un projet. On aimerait bien, en effet, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement quoi. Est-ce qu'on partirait sur plutôt de la poésie ou plutôt d'une... en fait, moi, j'aimerais bien faire une adaptation audio du roman. Et je ne verrai pas cette adaptation sans la musique de Lola. Et d'un autre côté, peut-être travailler sur une forme nouvelle où j'écrirais spécialement pour le violoncelle n'est pas exclu. Et voilà. Mais on a plein d'envies comme ça, de collaboration. Voilà, pour l'instant, c'est en discussion. Non, pas forcément. En fait, récemment, déjà, on a eu une commande du musée de l'Orangerie pour créer une forme sur les nymphéas de Monet. Donc, moi, j'ai écrit spécialement autour de cette salle en particulier, celle où il y a les sols et les nymphéas. Et Lola a aussi composé et choisi des morceaux spécialement pour cet événement-là. Et du coup, là, pour le coup, c'est une forme qu'on aimerait développer et qui se prêterait plus facilement que le roman, en tout cas, à devenir un disque éventuellement. Vous avez dit que ce n'était pas la première représentation, ça que vous faisiez toutes les deux. Et donc, ça parle notamment du Maroc, ce livre. Est-ce que vous avez prévu une tournée au Maroc ou un concert là-bas? Est-ce que vous pouvez en parler ou pas? On aimerait beaucoup. Je bosse sur le sujet depuis un moment et ça n'arrive pas pour l'instant. Mais oui, on aimerait beaucoup le faire. Moi, j'ai déjà fait une tournée autour d'un autre texte qui s'appelle Pomme Girl avec d'autres musiciens. À ce moment-là, c'était en 2023. Mais en effet, j'aimerais beaucoup emmener ce roman vers le Maroc, peut-être à l'occasion de la sortie du Poche bientôt. Voilà, on verra. Mais j'ai déjà présenté le livre. J'ai pas fait de performance autour du livre avec Lola au Maroc, mais j'ai présenté le livre à plusieurs reprises au Salon du Livre de Rabat et à la Fondation Hassan II à Rabat aussi la semaine dernière. C'est hyper bien reçu à chaque fois, c'est chouette, les gens sont très contents, on me pose des questions, c'est une rencontre classique et j'ai eu la chance la semaine dernière d'avoir j'ai eu des officiels qui étaient là et il y a l'un d'eux qui m'a dit, il y a une dame qui voudrait vous rencontrer. Et elle est venue, elle m'a saluée et elle m'a dit son nom et son prénom. Et c'était mon enseignante au collège, ma prof de français, avec qui qui avait monté le premier cours de théâtre de notre ville et avec qui je suis montée sur scène pour la première fois de ma vie. Et je jouais le rôle d'un esclavagiste. Horrible, je voulais pas, mais je me souviens qu'elle m'avait dit en fait, si tu arrives à faire ça, tu peux tout faire après. Si tu arrives à faire un rôle qui est pour toi détestable et tout, tu pourras faire d'autres choses. Et voilà, elle était là et elle m'a dit qu'elle était très fière de ce parcours et moi j'étais très émue, j'avais des petites larmes. Merci. Merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe technique de nous avoir soutenus pendant la performance.